Tout comme la critique républicaine, la critique communautarienne peut considérer que le libéralisme n'est pas parvenu à répondre à l'ensemble des objections qu'elle lui adressait. En particulier, le communautarisme pourra souligner combien la multiplication des valeurs, le pluralisme axiologique au sein de nos sociétés a conduit à une perte de cohésion sociale, et plus encore que l'individualisme s'est peu à peu imposé en maître, qu'à force de légitimer le fait que chacun d'entre nous pouvions légitimement nous préoccuper que de notre bonheur personnel, nous avons favorisé une fragilisation de la solidarité, un repli sur soi, le fait que l'on compte essentiellement sur l'État pour prendre en charge les personnes les plus fragiles, une explosion de cette solidarité chaude et des micro-communautés que sont notamment les communautés familiales. Et donc, peu à peu, la société s'est délitée et a perdu ce qui pouvait assurer le lien entre les personnes. Et même dans ces aspects les plus positifs, et notamment ce qui peut apparaître comme étant une montée importante de la tolérance au cours de dernières décennies, comme cela s'illustre par exemple dans l'ouverture sur des enjeux de société, pensons à la question de l'avortement, pensons à des thèmes comme l'euthanasie, pensons à des thèmes comme les droits des homosexuels qui ont été fortement portés et vécus comme étant des progrès éthiques par les courants libéraux. Eh bien, les communautariens souligneront que l'on peut se demander si c'est un vrai progrès de tolérance ou si c'était au contraire le signe d'une indifférence accrue. Est-ce que c'est vraiment par ouverture et par souci de l'autre que l'on ne juge plus ou que l'on ne condamnera plus des comportements considérés comme hors normes, ou est-ce simplement parce qu'on ne se préoccupe plus de l'autre, parce que l'on ne s'intéresse pas à ce qu'il vit, parce qu'on se dit que chacun vit enfermé dans son appartement sans regarder ce qui se passe dans l'appartement des autres. Peut-être d'ailleurs est-ce quand même un progrès, cette indifférence, est-ce peut-être d'ailleurs ce qui va préserver chacun d'entre nous du poids de la pression sociale, mais les communautariens nous diront ce n'est certainement pas le résultat d'un progrès moral, c'est simplement l'indifférence et l'individualisme qui a conduit à la mise à mal des normes traditionnelles et de la solidarité que celles-ci permettaient. Alors, ce n'est pas à moi évidemment de trancher sur cette question, mais il est certain sans doute que la critique communautarienne est peut-être celle qui peut le plus fortement considérer que le libéralisme n'a pas répondu à ces objections dans la mesure où, si je regarde du côté gauche, le libéralisme multiculturel n'est pas devenu dominant. Il reste quelque chose de fondamentalement contesté, moins d'ailleurs sur le plan académique, où beaucoup d'auteurs se sont inscrits dans cette perspective, mais certainement sur le plan de nos institutions, où des concepts comme les accommodements raisonnables ou des notions de discrimination positive sont relativement mal vécus, en tout cas suscitent énormément de controverses. On ne peut en tout cas pas dire que ce sont devenus des pratiques mainstream, des pratiques traditionnelles ou généralisées, des pratiques habituelles des États libéraux. Ça reste quelque chose de fondamentalement contesté. Et dès lors, du point de vue donc des minorités culturelles, persiste certainement chez de nombreux membres de ces communautés un sentiment de non-reconnaissance, un sentiment que la justice ne suffit pas, que l'égalité des droits sociaux et des droits économiques et même des droits politiques ne suffit certainement pas tant qu'il y a une méconnaissance de leur identité culturelle. Tant en particulier que vous restez perçu comme un étranger dans un pays alors que vous êtes né dans ce pays, alors que vos parents, sans doute peut-être, sont également nés dans ce pays. Si vous restez vu comme un étranger, il peut paraître naturel ou en tout cas compréhensible que cela suscite des revendications identitaires fortes, a fortiori si vous avez le sentiment de subir des discriminations par exemple sur le marché de l'emploi et qu'à niveau et compétences équivalentes, vous n'atteignez pas les mêmes
jobs, les mêmes fonctions que des personnes d'une autre origine culturelle que vous. C'est également en fait dans des termes assez similaires qu'aujourd'hui se pose la question de l'égalité homme-femme, avec les mêmes sentiments de discrimination à l'égard des femmes. Et donc on retrouve beaucoup d'analogies où là aussi on appelle à de la discrimination positive, et donc sur des considérations de type de culture, d'ethnie, de genre, qui transcenderait ou qui devrait dépasser la simple égalité formelle entre les individus. Et donc, on a du côté des minorités culturelles un sentiment de non-reconnaissance qui est assez fort, qui conduit à des affirmations qui peuvent justement être d'autant plus fortes sur le plan de l'identité communautaire, jusqu'à une remise en cause du cadre libéral et la volonté de réaffirmation de positions communautariennes dans le sens le plus radical du terme. Je pense notamment au fondamentalisme religieux, voire à ces expressions violentes qui ont marqué nos sociétés. Mais qui, ce n'est sans doute pas tout à fait innocent, ce n'est sans doute en tout cas pas par hasard que on a pu voir dans nos sociétés, notamment, comment la revendication religieuse est quelque chose qui est plus marqué du côté des deuxième, voire des troisième générations issues de l'immigration, alors que les premières générations, celles qui ont immigré, n'avaient pas un tel attachement, une telle revendication de leur identité religieuse. Une des explications avancées dans la littérature académique, c'est donc que ces revendications sont des contre-revendications, des contre-affirmations. C'est comme je le suggérais tout à l'heure, précisément parce que l'on n'est pas reconnu comme étant membre à part entière de nos sociétés démocrates et libérales, que l'on réaffirme une identité spécifique. Donc, ce communautarisme des minorités serait en fait, dès lors, une forme de réponse à un communautarisme de la majorité, à partir du moment où les citoyens qui se vivent comme étant issus de la majorité culturelle, justement, renvoient à l'autre cette image d'étranger, renvoient à l'autre l'idée qu'ils sont chez eux et pas chez eux, donc chez les membres de la communauté majoritaire, et qu'il y a donc un hiatus entre ce qui est le pays d'origine de certains et le renvoi à des pays étrangers, comme le renvoi à l'origine étrangère pour d'autres membres de la citoyenneté, d'autres membres de notre communauté, que l'on voit cette tension qui peut apparaître finalement entre deux des figures du communautarisme, un communautarisme de la majorité et un communautarisme des minorités qui peuvent se renforcer mutuellement. Et dans ce jeu de tensions potentiellement fortes entre ces différents types de communautés qui se cristallisent notamment sur la question de la migration, sur la question de l'intégration, c'est finalement un défi posé à nos démocraties libérales quant à la capacité du libéralisme politique de rendre compte de ces revendications identitaires, de ce besoin des individus, qu'ils soient membres d'ailleurs des communautés majoritaires ou des communautés minoritaires, de voir leurs valeurs reconnues collectivement et quelque part inscrites dans les institutions. Dans un autre ordre, tout ce qui se relève aujourd'hui des revendications autonomistes, que ce soit de la part de régions de différents pays européens, on peut penser bien sûr chez nous à la question du séparatisme et du nationalisme flamand, mais il y a eu notamment l'épisode catalan qui a défrayé énormément la chronique, il y a la question de l'Écosse qui pourrait revenir à l'avant-scène, et puis il y a des questions peut-être moins vives aujourd'hui, mais qui sont traditionnellement toujours présentes. Pensons basque, pensons corse, mais pensons également donc à de multiples régions ou sous-régions d'Europe où des revendications autonomistes sont susceptibles de se faire entendre. Enfin, à l'échelon du dessus,
la question de l'Union européenne, la remise en question potentielle du projet européen au nom de la souveraineté nationale, au nom de l'affirmation d'identité propre, vouloir retrouver cette capacité d'un peuple à choisir son destin peut trouver autant des racines, et ça fait le lien entre nos deux capsules, autant des racines du point de vue républicain, l'idée qu'un peuple doit pouvoir retrouver un niveau de pouvoir qui lui permet de prendre sa destinée en main et de choisir l'avenir qu'il souhaite, l'inspiration plus républicaine, mais cela peut aussi être l'expression d'identité propre, d'une culture spécifique qui ne se reconnaît pas dans un projet européen qui serait non respectueux de l'histoire traditionnelle et par exemple des racines chrétiennes. Je pense cette fois-ci davantage à la Pologne ou à la Hongrie par exemple, mais quelqu'un comme Salvini en Italie joue beaucoup également sur cette question des valeurs traditionnelles italiennes inscrites dans la religion. Et donc, ce qui fait un mélange relativement explosif parfois entre certaines aspirations républicaines mêlées à des thèmes communautariens qui permet autour de ces figures charismatiques, de ces figures de leaders politiques qui entendent justement s'appuyer sur le mécontentement de la population, sur la perte de confiance dans les démocraties libérales contemporaines pour essayer de retrouver le contact avec le peuple et conquérir une force politique susceptible de les amener au pouvoir. Donc, le libéralisme, tant sur le plan de la critique républicaine que sur le plan de la critique communautarienne, est ainsi confronté à ses propres limites, à ses capacités à prendre acte de ce qui se joue aujourd'hui, en particulier sur la question de la capacité à prendre notre destin en main, mais également sur celle de reconstituer un nous, de reconstituer un collectif autour de valeurs partagées.